Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à cette rétrospective, un développement important, surtout dans la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, c'est le dialogue de Doha. Est-ce qu'une fumée blanche? Est-ce qu'une mise en garde? Est-ce que les alertes qu'il faut faire dans cette émission? Nous vous essayons de faire l'analyse. Également, nous allons parler de Kabila qui a fait la une après sa présence à Goma. Des décisions tombent jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire? Nous allons parler des affrontements à l'est de la République démocratique du Congo. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise et bon début de week-end à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Dans l'incertitude qu'on avait face au dialogue de Doha, une fumée blanche, est-ce qu'on peut dire à ce niveau, ou une mise en garde qui a à faire face à notre gouvernement dans ces processus de résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo? Voilà, c'est une nouvelle qui est tombée avec des ondes positives dans les oreilles des Congolais, mais il s'agit d'une suite de la rencontre entre Félix Tshisekedi, le président congolais, et Paul Kagame, président rwandais, le 13 mars à Doha, sous les auspices de l'émir du Qatar. Et vous savez très bien, beaucoup se sont posé la question de savoir pourquoi le Qatar, c'est un partenaire du Rwanda. Sur beaucoup de questions, nous allons y revenir. Mais aussi, il y a une mainmise des États-Unis d'Amérique derrière la volonté diplomatique congolaise pour qu'il y ait ces changements de narratif aujourd'hui. Parce que nous savons, il y a quelques mois, Kinshasa a été très ferme, très radical sur sa position de ne jamais dialoguer avec le M23, considéré comme une coquille vide. Mais à la dernière minute, Félix Tshisekedi s'était rendu à Doha après un échec des pourparlers de Luanda. Et après, depuis le 9 avril, il y a eu début des discussions entre une délégation de Kinshasa et une délégation de l'AFC M23. À des nouvelles récentes, il y avait des discordances entre les deux parties, mais finalement, l'opinion publique a été en tout cas surprise positivement parce qu'il y avait déjà des échos selon lesquels il y aurait en tout cas des mésententes et la délégation du M23 serait en train de revenir à Goma pour relancer des hostilités sur l'axe Walikale pour aller jusqu'à Kisangani. Et nous, populations de Goma particulièrement, et en général toute la population de l'Est et de la RDC, étaient inquiètes de voir que les hostilités vont encore reprendre parce que ça ne profite pas à la population congolaise. Et voilà, il y a un grand changement des narratifs. Il y a un grand virage vers un nouveau positionnement diplomatique et pourquoi pas militaire de l'armée congolaise, parce que finalement, l'une des conditions du M23 à la délégation congolaise était une déclaration ouverte de Kinshasa, du président d'ailleurs, acceptant de dialoguer avec l'AFC M23. Cela n'a pas été dit de la bouche propre du président, mais un communiqué. Est-ce que le passage ou la lecture de ce communiqué du M23 sur la chaîne nationale exprime clairement ce que le M23 voulait? Nous allons analyser les éléments de communication, Blaise. Il y a un communiqué qui a été publié d'abord sur les comptes officiels de la présidence, le compte sur la plateforme X. Ça, c'est un compte dédié à la présidence comme institution. C'est d'abord le communiqué du M23 qui a commencé. Voilà, c'est un communiqué. Dans le communiqué, il a été clairement dit que les deux parties s'engagent à publier mutuellement les communiqués. Il a été demandé même aux médias de relayer ces messages-là. Et voilà, le communiqué signé à Goma par Laurence Kanyuka, point focal communication du M23, a été lu à la RTNC et mêmement, le même communiqué a été repris par la présidence et publié, signé par le chef de délégation de Kinshasa à Doha. Donc c'est quand même une première. Depuis plus de 3 ans que nous avons commencé à couvrir cette guerre, depuis depuis Saramboué, depuis le mont Sabinho. Quand Willy Goma faisait son premier communiqué, il était pris comme un rigolo et aujourd'hui il est à Goma. Tout le monde pense le contraire aujourd'hui, ce qui était pensé il y a 3 ans. Et il n'y a pas que Kinshasa, même à Goma, il y en a qui pensaient que cette question resterait en tout cas amorphe.
jusqu'à voir ces communiqués être lus à la RTNC, jusqu'à voir le M23 prendre Goma et Bukavu. Les choses sont prises en tout cas au sérieux. Et aujourd'hui, Blaise, nous attendons beaucoup. C'est pas nous, même tous ceux qui nous suivent, vous avez suivi même les commentaires sur nos vidéos. Le peuple congolais attend pour parler parce que la signature de cet accord de trêve, de cessez-le-feu, ouvre une voie à un dialogue constructif, à des négociations constructives. Donc ce n'est que le début jusque-là. La trêve qui va être observée, la lecture de cette communication conjointe ou ce communiqué conjoint ouvre la voie à un dialogue. Donc ce n'est que le début. Nous souhaitons que les deux parties restent en tout cas sur la même longueur d'onde, continue à s'entendre parce que tout peut capoter encore. Je suivis déjà quelques commentaires de certains cadres de l'UDPS qui commençaient à dire que ce communiqué-là n'engageait pas des institutions, que cela n'engageait aucune institution, le Parlement n'est pas engagé. Et c'est ça. Moi, je me dis qu'il y a la présidence aussi comme institution. C'est ça la question. Voilà, il y a la Qu'est-ce qu'il y a sur terrain? Qu'est-ce qu'on constate sur terrain? Déjà, hier ou avant-hier, nous avons diffusé une vidéo des Wazalènes qui ne sont pas d'accord avec cette trêve. Des affrontements qui ont repris. Qu'est-ce qui se passe sur terrain exactement après la signature de ce communiqué? En principe, les Wazalendo ne sont pas partie prenante aux discussions de Doha. Il y a un cadre bien choisi pour réunir tous les groupes armés congolais. Ils sont au nombre de... C'est plus de 250 groupes armés qui avaient été répertoriés par le programme des armements et relèvement communautaire PPDRCS. Et aujourd'hui, presque tous ces groupes armés, la majorité, voulais-je dire, constituent les noyaux des Wazalendo, les VDP. Et c'est aujourd'hui difficile que ces groupes armés qui combattent aux côtés des FARDC soient également traités au même titre que le M23, qui a été considéré par Kinshasa comme un groupe terroriste. Un groupe terroriste, un groupe tenu par le Rwanda. Donc le M23 contrôle des territoires socio-congolais et ont installé leur administration parallèle. Donc ce n'est pas la même menace. Aujourd'hui, qui parle des FARDC voit le Wazalendo. Mais est-ce que les Wazalendo ne vont pas déstabiliser cette volonté des deux parties? Moi, je me dis qu'ils n'ont pas intérêt parce que même les FARDC n'ont pas fait de communiqué. Quand c'est le gouvernement congolais qui engage la nation, qui fait un communiqué, c'est-à-dire que les FARDC sont concernés parce que le président Félix Tshisekedi est le commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise. Et c'est lui qui gère les VDP aujourd'hui. Donc quand Félix Tshisekedi accepte d'ouvrir une porte de dialogue avec le M23, les Wazalendo ne peuvent que se courber. Malheureusement, il y a déjà quelques mécontentements. On a parlé hier avec le porte-parole de Wazalendo dans le Sud Kivu qui pense qu'ils ne sont pas concernés, qu'ils doivent continuer jusqu'à Goma, Bukavu pour y déloger le M23. Mais attention, le M23, même en position de dialogue, ne va pas accepter de se faire déloger de Bukavu ou de Goma. Ça serait une ligne rouge. C'est comme les FARDC aussi qui n'accepteront plus en ces moments, pendant cette période, de quitter Walikale. Parce que ça, c'est déjà une part des concessions acceptées par le M23 qui a quitté Walikale. Donc aujourd'hui, qui s'est repositionné en quittant d'abord Walikale pour montrer une bonne foi dans le processus de dialogue. Donc aujourd'hui, je ne vois pas, en tout cas, les Wazalendo continuer les combats parce que le M23 va répliquer et on risque de retourner encore à la case départ et ça ne va pas profiter à la République démocratique du Congo. Donc je pense que c'est le bon moment de le voir d'abord jusqu'où ce processus va aller. C'est une voie au dialogue. Les dialogues n'ont pas encore commencé. Ni vous, ni moi, Blaise, nous ne savons pas encore ce que le M23 demande exactement. On n'a pas encore une copie du cahier des charges du M23. On ne sait pas aussi ce que le gouvernement congolais demande exactement au M23 en termes de contrepartie pour arriver à un terrain d'entente. Parce que, quand on parle des négociations, je l'avais encore dit ici, on voit des concessions comme principe primaire des négociations. Bon, il y a aussi des implications extérieures comme Doha. Comme je l'avais dit, le Qatar est un partenaire du Rwanda dans des projets d'infrastructure, notamment avec l'aéroport international de Kigali, j'ignore un peu le nom.
avec un projet de mines comme les États-Unis. Et le Qatar est actionnaire primordial dans Rwandair. Voilà, comme les États-Unis le sont aussi pour la RDC avec Alpha Mine. Vous aviez suivi le communiqué annoncé par un haut représentant américain sur la reprise des activités de Alpha Mine, alors qu'aucune autorité congolaise n'avait fait allusion. Donc ici, nous sommes dans une démarche diplomatique qui implique des puissances extérieures. Et voilà, vous l'avez dit, beaucoup se posaient la question, pourquoi le Qatar, pourquoi les États-Unis? C'est parce que ce sont des partenaires des deux pays qui peuvent peser sur le plan dissuasif. On en parle vite. Les dossiers Joseph Kabila, aussitôt appris qu'il est à Goma, des décisions tombent. Le ministre de l'Intérieur qui s'attaque à Joseph Kabila, le ministre de la Justice. On ne s'est pas arrêté par là. Le bureau du PPRD qui a été vandalisé. Après, le ministre vient réajuster pour dire qu'il y avait une action en justice et celui qui a gagné le procès a été remis dans ses droits. Comment vous avez analysé tous ces dossiers pendant quelques minutes qui tournent autour de Joseph Kabila? C'est d'abord des perquisitions dans une des résidences de la famille Kabila sur la 9e rue Limité à Kinshasa. Après, on n'avait pas trouvé en tout cas des éléments compromettants. On avait annoncé Kingakat, mais après, il y avait un repli du côté des services de renseignement. Après, il y a des médias dont Kivu Morning Post qui a annoncé l'arrivée de Joseph Kabila à Goma après avoir consulté des sources proches du président Joseph Kabila, mais il y avait un rétropédalage après, un revirement de dernière minute. Jusqu'à présent, Kabila n'a pas encore dit de sa propre bouche qu'il n'était pas à Goma, mais ses avocats quand même ont mis à défi le VPM Jacques Chabani et Konsa Moutamba qui avaient été instruits d'ouvrir des dossiers, une instruction contre Kabila en justice qui devrait donc instruire les procureurs généraux d'ouvrir un dossier contre Kabila. Mais est-ce qu'on aura des éléments à mettre sur la table? Je ne sais pas, là c'est une question à poser aux juristes. Jusqu'à présent, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya, était incapable, entre guillemets, de répondre à la question sur la radio Okapi si ils avaient des éléments qui prouvent que Kabila était à Goma. Il a un peu spéculé en disant voilà, vous voyez, Kabila doit s'assumer et tout, il doit avoir manipulé les médias. Mais jusqu'à présent, même Kinshasa n'a pas de réponse exacte sur la présence de Kabila à Goma. On l'attend, il va communiquer, c'est le seul à nous dire la vérité parce que nous, on n'a pas pris des photos, on ne l'a pas vu également. Il est majeur, il a des sources proches. Mais la question qui se pose, est-ce que sa présence à Goma serait considéré comme une adhésion à l'FCM23 ou une paternité? Sur le plan juridique, ça ne le prouve pas aussi parce que Goma reste une partie intégrante du territoire national congolais. Les prêtres catholiques ont été à Goma, ils n'ont jamais été arrêtés dans le cadre du pacte social. Si Kabila, comme il annonçait aussi vouloir venir donner sa part de solution à la question, pourquoi pas? C'est un Congolais. Nous sommes aussi à Goma, nous sommes des Congolais blessés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous devons être considérés comme des étrangers parce que être à Goma n'est pas un crime. À Goma, ce n'est pas un crime. Selon en tout cas les faits des droits. Et Kabila, aujourd'hui son parti qui a été suspendu sur l'ensemble du pays, le siège national de son parti remis à une certaine Serena qui en serait la propriétaire légitime. C'est ça qui demande. On dit que la propriété avait été spoliée depuis 23 ans. Pourquoi choisir ces moments cruciaux où Kabila fait objet des poursuites, des harcèlements, des pressions? On ne sait pas en tout cas retracer. Hier, c'est un responsable de Futuka, une autre propriété de Moïse Katumbi à Lubumbashi, qui alerte sur la présence des militaires. Donc aujourd'hui, on sait que Moïse Katumbi et Kabila forment un duo de l'opposition contre Félix Tshisekedi au pouvoir et ils sont tous à l'exil. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer ces derniers temps, mais il faudrait d'abord qu'on arrête avec tous ces scénarios pour donner la chance à la paix, parce que c'est sur la doc qu'on a pu poser la question au ministre Mouyaya. Mais vous dites que l'AFC-M23 c'est Joseph Kabila, mais pourquoi vous continuez les poursuites contre Kabila alors que vous dialoguez avec l'AFC-M23 à Doha? Il n'a pas encore trouvé des solutions. Il a dit attention, il ne faudrait pas qu'on puisse désorienter l'opinion. Et moi je pense qu'il n'est pas temps de troubler l'opinion avec des faits qui choquent, des saisies, je ne sais pas, des perquisitions. Il faudrait, si on pense que l'opposition
peut aussi apporter une part de solution à cette crise qui gagne l'Est de la RDC. Il faut d'abord qu'on arrête avec tout cela. Comme je le disais encore ici, on va devoir arrêter aussi avec la formation d'un prétendu gouvernement d'union nationale, parce qu'il n'y aura pas d'union nationale alors que d'autres prennent des armes, alors que l'opposition est en exil, alors que les opposants militaires prennent toujours des armes dans l'Est. Il faudrait d'abord qu'on trouve une fois des sorties de crise à cette question de l'Est de la RDC. Après, on devra suivre d'autres dossiers qui concernent la justice après, parce qu'il y a Matata Ponyo aussi, on ne doit pas oublier, qui a fait objet d'une condamnation, d'un jugement par défaut. Et, le ministère public a requis 20 ans de prison pour Matata Ponyo, alors qu'il était couvert par des humiliations. On suit aussi de près ces dossiers en début de semaine. Merci beaucoup Jospin, merci surtout d'avoir été dans cette rétrospective. Nous avons appris la mauvaise nouvelle, en tout cas en début de semaine, les décès du pape François, d'ailleurs qui a été en République démocratique du Congo, qui a donné sa part de contribution pour que la paix soit retrouvée, la paix véritable. Il a été direct quand même par rapport à cette question de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut les rappeler, enlevez vos mains de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. On en parle. Faustine Binja, bonjour. Bonjour Blaise Bassabossé, merci de me recevoir. C'est quand même une nouvelle triste. Exactement. Le décès du pape. Oui, le décès du pape, le pape François qui est décédé le lundi de Pâques, le 21 avril 2025. Il était âgé de 88 ans. Il est décédé dans sa résidence à Sainte-Marthe. Et actuellement, il y a la veillée mortuaire qui se poursuit. Les funérailles se tiendront le samedi 26 avril 2025. Et il faut savoir qu'il y a de nombreux pays qui ont décrété des jours de deuil pour commémorer quand même les décès du pape François. Dans les funérailles, il y a également le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et aussi le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui sont attendus pour les funérailles du pape François. Après cela, il pourra y avoir l'élection d'un nouveau pape qui se tiendront après le 5 mai 2025, vu qu'on ne pourra pas faire d'élections avant que la période des deuils ne puisse être écoulée. On prendra une période de 12 jours avant l'élection du nouveau pape. Et il faut noter que parmi les représentants des pays du monde qui seront aux obsèques du pape, le président de la Russie ne sera pas là, il l'a annoncé officiellement. Mais que peut-on lire du visage des habitants de Goma? Surtout parce qu'on laissait les papes programmés venir ici, à l'Est. Malheureusement, la situation ne l'a pas permis. Il a été quand même à Kinshasa. Comment le peuple congolais continue à vivre ce moment? Ah oui, il faut voir d'abord quand il était annoncé que les papes sera en ville de Goma, juste avant toute la crise qui est arrivée en ville de Goma juste après. Il y avait comme de l'espoir au sein de la population de la ville de Goma. Et en apprenant son décès, c'était vraiment un choc de la part de plusieurs fidèles catholiques de la ville de Goma pour qui peut-être la venue du pape François en ville était encore un espoir et quelque chose qui pourrait peut-être amener la paix dans cette partie déchirée de la RDC. Alors c'était vraiment un choc et un grand deuil au sein de la population catholique de la ville de Goma. Merci beaucoup Faustine Binja et merci à tous les internautes. On va parler également sport parce que en fait, après le décès du pape, des équipes ont suspendu 2 matchs. Et il faut le rappeler, le pape est argentin, il vient de Buenos Aires. Ça veut dire, il y a quoi dire quand même. Georges Benmema, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, bonjour à tous les amoureux du sport. Avec vous, on ne parle pas de la mort de l'Argentin. On va parler d'autres questions de sport. Qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui? Alors, on retient d'abord la préparation des Léopards des moins de 20 ans qui continue avec les préparatifs de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la spécialité qui ira du 27 avril au 18 mai prochain en Égypte. Une compétition qui était prévue en Côte d'Ivoire, mais délocalisée à la dernière minute suite au désistement de la Côte d'Ivoire. Et les Léopards qui vont prendre part à cette compétition après la dernière participation
participation de 2013 continue avec la préparation à Tunis. Et pour ce faire, le sélectionneur national, c'est plutôt Guy Boukassa, a rendu public sa liste de 24 joueurs retenus pour prendre part à cette compétition. Sur cette liste, on retrouve quand même un jeune de la ville de Goma. Il s'agit de Saloumou Balingen et Cédric, un milieu de terrain de l'AS Dauphin Noir de Goma, formé par les terrains sablonnés du stade Kagé dans les quartiers Ndo-Chaussée à l'ouest de la ville de Goma. Une première d'ailleurs. Exactement. Ces jeunes a vite gravi des échelons jusqu'à jouer les championnats local de football de Goma avec l'académie de Bouendera. Puis il a séduit l'équipe de Kivu United avant de rejoindre le DC Virunga, où d'ailleurs il a été capitaine de cette formation. Après Virunga, il a rejoint la formation des Dauphins Noirs. Ce n'est pas une surprise pour lui parce qu'il a été un des tauliers de la qualification de ces léopards de moins de 20 ans. Il a pris part au tournoi de l'Union des fédérations de football de l'Afrique centrale, ce tournoi qui était qualificatif pour cette phase finale, et la RDC a remporté cette compétition. C'était face au Congo-Brazza et Saloumou Balingen était parmi les titulaires indiscutables. Donc c'est un jeune qui a été prudent avant la prise de la ville de Goma par les rebelles du M23. Il avait vite rejoint la capitale congolaise pour préparer cette compétition au stade des Martyrs avec certaines équipes. Voilà, il est actuellement à Tunis. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est aussi un binational qui accepte enfin de rejoindre l'équipe nationale. Il s'agit de Daniel Chilanda. C'est un joueur qui joue avec Noah Sadi qui dans l'Union des Saint-Gilloises, âgé seulement de 18 ans. Ce garçon a accepté de venir porter les maillots de l'équipe nationale de la RDC. J'ai suivi d'ailleurs sa première réaction où il s'est dit qu'il a été convaincu par les projets du sélectionneur Sébastien Desabre, plutôt Guy Boukassa, mais aussi il a été séduit par son coéquipier en club Noah Sadiki. Daniel, qui est un défenseur, sera un atout pour l'équipe nationale de la RDC, qui d'ailleurs joue un match amical ce week-end contre l'équipe nationale de la Tunisie avant de commencer la compétition. Pour finir, on peut revenir quand même au pays avec la phase de play-off du championnat national qui a démarré. Déjà le mercredi 23 avril, on a eu droit à suivre 4 rencontres, 2 à Lubumbashi et 2 autres à Kinshasa. À Lubumbashi, c'est Mazembe, leader de son groupe lors de la phase classique, qui a bien lancé cette compétition en s'imposant 2-1 devant l'équipe DCS Don Bosco. Et puis Lupopo a pris sa revanche sur l'FC Tanganyika à s'imposer sur les scores d'1-0. Quand on sait que lors de la phase classique, Lupopo est allé perdre à Tanganyika face à cette formation. Et à Kinshasa, il y a eu 2 matchs, mais un match n'a pas connu de fin normale. On commence avec la première rencontre qui a vu l'équipe de Maniema Union, leader aussi de son groupe, s'imposer 2-0 devant Ange Vert, avec au passage un doublé de Jeffté Kitambala lancé avant-centre de tout-puissant Mazembe. Le deuxième match n'a pas connu de fin normale. C'était les matchs de l'AS Vecleb contre les Aigles du Congo. Après l'ouverture des scores du FC les Aigles du Congo à la 19e minute par Kikwama Mujinga, il y a eu envahissement de l'RDG par les fanatiques des Vecleb qui n'ont pas été du tout d'accord avec ces buts validés par l'arbitre international congolaise, d'ailleurs de la ville de Goma, Rachel Zindula, sur une frappe qui a touché les Montas. La balle a rebondi et l'arbitre et son assistant ont estimé que les ballons avaient déjà franchi la ligne de touche. Et les fanatiques des V-Club n'ont pas compris cette décision. Ces fanatiques ont envahi leur DG et les officiels n'ont pas eu cette force de continuer les matchs parce que même les officiels ont été roués des coups. On a vu des images, même certains joueurs du FC les Aigles du Congo. D'ailleurs, il y a eu la réaction du ministre des Sports qui a condamné ces actes de vandalisme au stade des Martyrs. Et au lendemain de ces matchs, la Linafoot a siégé et la décision est tombée. Vecleb a perdu ces matchs par forfait. Aussi, Vecleb va payer $12,000 pour réparer en tout cas les incidents causés au stade des Martyrs. Et les 3 prochains matchs, Vecleb va jouer ces matchs à huis clos.
la Linafoot ne s'est pas arrêtée seulement l'AS Vecleb. Il y a l'arbitre, c'est d'ailleurs une mauvaise nouvelle pour la province du Nord Kivu. C'était la fille qui portait déjà les sifflets de cette province. Elle était déjà arbitre international. Elle était déjà habituée au grand match. Rachel Zindula qui s'en sort avec une sanction de 12 mois. Donc 12 mois sans activité. Son assistant qui est cope de 24 mois. Donc c'est un coup dire. Moi je pense que ça a été une décision hâtive de la part de l'organisateur parce qu'il y a toujours eu des bourdes dans un match de football. On se rappellera de l'Europe où il y a eu beaucoup de commentaires sur les pénaltys d'Alvarez lors du match de l'Atlético, mais il n'y a pas eu sanction. Puisqu'il y avait même l'assistance vidéo, mais chez nous, on n'a pas l'assistance vidéo, mais on prend quand même les arbitres comme cible. Merci beaucoup, Georges Benouima. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Fin de cette rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi.